cela ne se déroule pas comme prévu par rapport au plan initial qui était d'effectuer une guerre éclair et d'envahir. Ce n'est pas Gérard Vespierre qui parle, c'est le général Zolotov. Merci à vous. En tout cas, le commandement russe, depuis, pour poursuivre la discussion, a fait, selon vous, des erreurs, de nombreuses erreurs, dont la première peut-être celle de sous-estimer la résistance de l'adversaire pour poursuivre la discussion autour de cette volonté de base des Russes d'entamer une guerre éclair au début du conflit. Laurent Ozon. Je crois que vous avez entendu le militaire juste avant vous, il disait selon les Américains. C'est-à-dire que si vous vous basez pour connaître les intentions d'une intervention, d'une guerre, d'un conflit, ou pour connaître le nombre de morts, si vous vous basez sur les données de la partie adverse, je pense qu'il y a un moment, il y a un problème de source quand même. Hein, c'est un peu comme si vous demandiez si vous demandiez à la Russie des avis sur, par exemple, ou si vous demandiez par exemple aux Yéménites qui se prennent des bombes sur la figure livrées par la France et la Grande-Bretagne à l'Arabie Saoudite, si vous demandiez aux Yéménites par exemple quelles sont les pertes de l'Arabie Saoudite sur le terrain au Yémen en ce moment, je crois qu'il y a eu 380 000 morts civiles qui n'intéressent personne. Demandez aux généraux français. Eh bien, je pense qu'on n'aurait pas exactement les mêmes chiffres que si vous demandiez à l'Arabie Saoudite d'évaluer ses propres pertes. Donc, qui est normal dans une guerre, il y a également la guerre de l'information, bien évidemment. On a des informations, et c'est ce qu'a fait ce monsieur. À l'antenne, je pense, il a dit selon les Américains, et selon les Américains, ça veut tout dire. C'est-à-dire Vous contestez les chiffres, il y a plusieurs données. Il y a les données de l'armée russe, et je les ai développées tout à l'heure, qui sont de 1400 vraisemblablement, selon les chiffres qui ont été communiqués récemment. Il y a les données de l'OTAN, et il y a également les données, bien évidemment, des Ukrainiens, qui communiquent régulièrement. Et il y a une estimation. La France est capable de faire les... Et la France également est capable, étant donné qu'elle est capable. Donc en fait, vous évaluez les pertes russes à partir des parties adverses, en fait. Non, nous communiquons l'ensemble des chiffres. Nous communiquons l'ensemble des chiffres. Je me permets de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites. Non, je suis désolé. Puisque je viens de communiquer les chiffres sur les pertes selon les Russes qui sont de 1400 hommes. Donc je m'inscris en faux. Nous avons dévoilé l'ensemble des chiffres qui ont été communiqués par les Russes, par l'OTAN et par les Ukrainiens. La dernière fois qu'on a eu une discussion à ce sujet-là, sur des questions de chiffres, c'était en 2020 tous les deux. Et je vous annonçais qu'il y avait eu 2% d'hospitalisation liée au Covid en 2020. Et à l'époque, vous n'aviez pas été capable de trouver vos chiffres. Vous n'étiez pas capable de trouver vos chiffres. Tout à fait. C'est un sujet. Vous pouvez m'attaquer personnellement sur ce plateau. Je le regrette, bien évidemment, mais nous allons poursuivre la discussion. Ce sont des sources occidentales. Oui, mais je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Malheureusement, les sources russes. Laurent Ozon, est-ce que cela peut être un élément de négociation entre les Russes et les Ukrainiens ? Quoi ? Qu'est-ce qui est censé être un élément de négociation ? Le Donbass. Le Donbass. Non, je crois que l'intervention russe a plusieurs objectifs. Et son objectif principal, c'est d'éliminer ce qu'elle considère être comme une menace. Puisque quand vous êtes dans le nord-ouest de l'Ukraine, vous êtes à 500 km de Moscou. Et d'éliminer ce qu'elle considère être comme un facteur de risque pour son bassin de vie, c'est-à-dire pour l'essentiel de la population russe qui se trouve à l'ouest des monts Oural. Et donc, depuis le départ, c'est-à-dire depuis en fait... Maintenant une décennie, la Russie alerte sur la militarisation de l'Ukraine par l'OTAN. Et donc, évidemment, la guerre qui a lieu là-bas, c'est une guerre par proxy, en quelque sorte, par pays interposé, entre les États-Unis et la Russie. Ça, c'est l'analyse qui est faite par Vladimir Poutine. On l'a entendu très clairement lors d'un entretien qu'il a pu accorder à Jean-Pierre Elkabbach le 5 juin 2014. Précisément. Donc là, on est en train de refaire en fait le débat. C'est-à-dire qu'on les raisons de l'intervention. On ne refait pas le débat. On discute autour des différents éléments et des différents acteurs qui prennent. Je comprends que ma position vous gêne, mais votre position ne me gêne pas du tout. Vous êtes là pour vous exprimer. Alors, si vous permettez, je vais terminer. Et vous pouvez terminer. Merci. Donc, comme je vous le dis, j'essaye à chaque fois de remettre du contexte. Donc, allez-y. Donc, les choses sont assez simples. Les objectifs de guerre et d'intervention de la Russie en Ukraine sont très clairs. Ils ont été annoncés dès le départ. Ils sont même, je dirais, répétés en boucle par la diplomatie russe selon ses intérêts. Pas que la diplomatie. De ses intérêts depuis une dizaine d'années, donc je dirais personne n'est surpris et bon voilà, tout a débouché comme dans une logique d'entonnoir en quelque sorte, tout a débouché là où ça devait déboucher, c'est-à-dire sur une situation où l'Europe est en train de s'auto-saborder diplomatiquement. J'ai du mal à vous suivre, c'est pour ça que je me permets de vous couper à chaque fois parce que j'ai du mal à vous suivre et à comprendre vos propos. Je pense que... Ou la logique entre vos différents arguments. 30 000 morts, monsieur.
30 000 morts. Pourquoi ? Précisément, pourquoi ? C'est à vous de justifier, c'est vous qui avez déclenché la guerre. Mais je justifie rien du tout. Ah bon ? Alors il n'y a pas de justification à 30 000 morts. Non mais c'est là, c'est dramatique. Est-ce que vous faites la nuance ? Ça c'est dramatique. Expliquer... Il n'y a pas de nuance, monsieur, sur 30 000 morts, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de nuance sur 30 000 morts. Non, il n'y a pas de nuance. Ben, on croirait Colin Powell avec sa fiole, en quelque sorte, il y a quelques années à l'ONU. La question n'est pas de savoir combien il y a de morts, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les empêcher. Et ça n'est pas en déroulant un narratif pour les empêcher, obsessionnellement anti-russe sur les plateaux à longueur de journée qu'on y arrivera. Je vais vous dire, il s'agit ni de pas lancer des chars. Vous ne lancez pas les chars et vous n'avez pas 30 000 morts. C'est très simple. Et très bien. Je suis content que vous ayez trouvé une solution pour tout le monde, donc vous allez pouvoir faire un exposé, puis aller expliquer à toutes les parties prenantes que vous avez la solution à ce conflit. Merci de m'écouter. Non, je vous en prie. Laurent Ozon, c'est une question essentielle aujourd'hui. Vous parlez de renforcer nos capacités matérielles qui ont drastiquement diminué ces dernières années ? D'une façon générale, je ne vais pas m'appesantir sur le nombre de chars ou le nombre d'avions qu'il nous faudrait en plus et pourquoi surtout, parce que le problème des armements, c'est de savoir qui les produit, savoir si est-ce qu'on est autoporté en matière d'armement, c'est-à-dire est-ce qu'on a la possibilité de produire nous-mêmes ces armements ou est-ce qu'il faut les acheter ailleurs ? On a vu que l'Allemagne achetait des bombardiers et des avions américains récemment. Donc pour ce qui est de l'OTAN européen, je le crois mal barré. On voit bien l'OTAN tout court, mais l'OTAN européen, on ne le voit pas trop, en matière de défense en tout cas. Alors qu'on voit ces capacités matérielles qui ont diminué entre 91 et 2021. Vous voyez les chars de combat, les avions de combat. La question de la souveraineté est effectivement la question qui est au cœur en fait de cette période. C'est une question fondamentale parce que la souveraineté c'est pas un absolu, il s'agit pas d'être absolument indépendant en toute chose, c'est la capacité d'avoir prise sur ce qui a prise sur nous. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir, dans des rapports de force à certains moments, dans des rapports d'influence réciproque, être capable de, en quelque sorte, avoir prise sur les gens qui veulent avoir prise sur nous. Typiquement, par exemple, M. Kabla, le PDG d'OVH, hier, parlait à propos des accords de transfert de données qui ont été signés par Ursula von der Leyen et Biden, président des États-Unis, parlait d'un accord humiliant pour l'Union européenne et pour la souveraineté de l'Union européenne. Aujourd'hui, le désengagement de l'Union européenne... Vous faites référence à l'accord qui a été trouvé entre les Européens et les Américains autour du gaz ? Non, c'est précisément un accord qui a été... En fait, c'est gaz contre données. On vous vend du gaz et vous acceptez qu'on continue à transférer, à récupérer les données sur notre territoire. Donc, on a un contexte qui est un contexte, en quelque sorte, de perte de souveraineté lourde et massive de l'Union européenne. Et ça, dans le cadre d'un arrimage... Je parle d'un arrimage comme on arrime en quelque sorte un bateau, dans le cadre d'un arrimage de l'Europe de l'Ouest aux États-Unis. C'est donc évidemment pas du tout un processus qui va nous donner plus d'autonomie, qui va nous donner plus de souveraineté, mais tout à fait l'inverse. C'est donc une fracture au cœur même de l'Europe, entre l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la partie slavo-russe de l'Europe, et la partie Ouest, qui va en quelque sorte se retrouver divisée avec un nouveau rideau de fer, qui va en profiter, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, mais certainement pas l'Union européenne. Nous n'avons aucun intérêt à cette guerre, à la prolongation de cette guerre. Donc le problème que nous avons, c'est un problème de dimensionnement de la défense européenne, dans sa nature nucléaire, dans sa nature aussi, je dirais, au sol, de nombre de chars, etc., pour faire face. Et puis après, il y a le problème d'un seul doigt, n'est-ce pas ? Voilà, quel est le doigt qui peut... aux États-Unis, il y a un doigt. En France, il y a 27 doigts. Un doigt sénile qui tremble, oui.